Ils font d'ailleurs tout ce qu'il faut pour que nous gardions cette image idyllique d'un produit qui aujourd'hui, compte tenu de notre niveau de consommation, s'apparente de plus en plus à un poison qu'à un délice. Bonjour, je suis Xavier Jalleran, soyez les bienvenus dans ce 39e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un acteur majeur de notre alimentation, le sucre. Et savez-vous qu'en moyenne, un Français mange 100 grammes de sucre par jour? Cela représente tout de même 15 morceaux de sucre par jour. Alors comme je me doute que vous ne mettez pas 15 morceaux de sucre dans votre thé ou dans votre café, eh bien nous allons commencer par voir où se trouve ce sucre qui sait se cacher dans des endroits parfois inattendus. Et ensuite, je vais vous présenter 4 bonnes raisons de limiter votre consommation de sucre au quotidien. Mais avant de commencer, eh bien j'ai juste 2 points à vous préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraforme.fr/39. Le chiffre 39 comme le numéro de cet épisode. Et le second point, c'est que j'ai un cadeau pour vous. Il s'agit d'un guide pratique qui s'appelle Objectif Extraforme, 5 stratégies étonnantes pour perdre du poids et faire le plein d'énergie sur le long terme. Donc pour télécharger ce guide, il vous suffit de vous rendre sur la page extraforme.fr/cadeau. Et donc dans ce guide, vous découvrirez pourquoi certains aliments nuisent à votre forme et sont de véritables vampires énergétiques, la raison principale de vos précédents échecs et comment certaines personnes en tirent profit sans le moindre scrupule, le type d'aliment qui vous permet de vous affiner sans vous affamer ni vous sentir fatigué, ou encore la méthode en 3 étapes simples qui permet de se sentir bien chaque jour sans ressentir le manque ou la frustration. Donc si vous souhaitez recevoir gratuitement ce guide, il vous suffit de vous rendre sur la page extraforme.fr/cadeau. Ceci étant dit, eh bien passons au sujet du jour. Donc vous vous en doutez, nos ancêtres n'avaient qu'un accès restreint au sucre. Le sucre qui est présent dans la nature, mais dans des quantités très limitées. Et donc c'est pourquoi nous avons développé un tel appétit pour tout ce qui est sucré, car il s'agissait bien souvent d'un indicateur fiable, permettant d'identifier des aliments comestibles et pouvant apporter de l'énergie. Nous nous satisfaisions alors du sucre présent dans les fruits de saison ou dans le miel par exemple. Mais au cours des derniers siècles, la donne a complètement changé avec l'exploitation de la canne à sucre et de la betterave. Aujourd'hui, le sucre est partout et bien souvent là où l'on ne s'y attend pas. Pour vous faire une idée, sachez que l'on retrouve du sucre dans les produits suivants: mayonnaise, biscottes et pain de mie, soupe, chips, surimi ou encore le thon, les sardines ou le maquereau dès qu'ils sont assaisonnés ou marinés, le jambon et autres charcuteries, toutes les préparations de viande ou de poisson industriel ou encore les légumes en conserve. Alors bien sûr, cette liste ne se limite pas à ces quelques produits et ne comprend pas tous ceux qui ont déjà un goût sucré pour lequel la question ne se pose même pas. De plus, il faut aussi penser à inclure dans cette liste un autre acteur majeur de notre consommation de sucre qui sont les boissons, donc telles que la bière mais aussi tous les alcools en général, auxquels on peut ajouter les jus, les sodas, les sirops, etc. La présence du sucre dans la plupart des aliments transformés fait que la consommation moyenne par habitant a véritablement explosé au cours des dernières décennies. En 1850, un Français consommait en moyenne entre 3,5 et 5 kg de sucre par an. Aujourd'hui, c'est plus de 35 kg de sucre que nous ingurgitons chaque année. Le chiffre est encore plus effrayant dans d'autres pays, et notamment aux États-Unis, où la consommation moyenne de sucre approche les 70 kg par an. Gardez aussi en tête que je vous parle là d'une moyenne. Donc ces chiffres comprennent dans leurs calculs les bébés ou encore les personnes âgées qui en général consomment moins de sucre qu'une personne lambda. Et donc il n'est pas impossible que ces chiffres ne soient même pas à la hauteur de la consommation réelle des personnes en dehors de ces 2 catégories. On ne se rend pas forcément compte, mais 35 kg de sucre par an, cela signifie que ces personnes mangent près de 100 grammes de sucre par jour, soit plus de 15 morceaux de sucre chaque jour. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est des chiffres qui sont quand même assez affolants. Donc pour vous aider à y voir plus clair, il est indispensable de réussir à identifier les sucres cachés. En effet, les acteurs de l'industrie agroalimentaire cachent le sucre sous des noms obscurs afin de rendre son identification plus complexe. Mais quel que soit le nom, cela reste du sucre une fois qu'il est entré dans votre bouche. Et donc par exemple, méfiez-vous si parmi la liste des ingrédients d'un produit que vous voyez, il y a l'une des mentions suivantes. Donc sucre qui va être en général associé au sucre blanc, aussi donc sucre de canne complet brun ou clair, sucre roux, cassonade, sucre caramélisé, fructose, glucose ou sirop de glucose,
sirop de glucose-fructose, lactose, maltose, sucrose, sorbitol, sirop de riz, de maïs, de malt d'orge, sirop de canne, miel, sirop d'agave, d'érable, de dattes ou encore amidon de tapioca ou de riz. Là encore, cette liste ne s'arrête pas là et il est fort probable que les industriels trouveront d'autres noms au cours des prochaines années. Retenez que les mots finissant par ose désignent les sucres simples. C'est déjà une bonne piste en général. Lorsque vous mangez à l'extérieur, si l'assaisonnement de votre salade par exemple vous semble un peu trop doux, alors vous pouvez être presque sûr qu'il contient du sucre ou un édulcorant. Donc je vous recommande donc de toujours, par exemple, commander vos sauces à part afin d'éviter de consommer trop de sucre si vous cherchez vraiment à mettre le sucre de côté. Alors la question que vous vous posez peut-être c'est mais pourquoi est-ce qu'il faudrait se méfier du sucre? Et c'est vrai ça. Après tout, le sucre, ce n'est que du plaisir. Les petits déjeuners autour d'une bonne brioche sur laquelle on étale généreusement du Nutella, 60% de sucre, ou de la confiture, au moins 50% de sucre, et qu'on trempe ensuite dans ce bol de lait chaud aromatisé au Nesquik, 76% de sucre. Ces crêpes et ces goûters avec nos frères et sœurs, où l'on avale un grand verre de soda ou de jus de fruits pour faire passer le tout, ce bonbon donné par nos parents ou nos grands-parents, ou même le médecin qui nous récompense lorsqu'on s'est bien comporté ou que l'on a été courageux. Et puis ce gâteau du dimanche, un gâteau tout simple au yaourt, mais qui contient aussi entre 150 ou 200 grammes de sucre et autour duquel toute la famille se retrouve. Bref, je vous le dis, le sucre c'est que du bonheur et ça les professionnels du marketing l'ont bien compris. Ils font d'ailleurs tout ce qu'il faut pour que nous gardions cette image idyllique d'un produit qui aujourd'hui, compte tenu de notre niveau de consommation, s'apparente de plus en plus à un poison qu'à un délice. Passons donc aux choses sérieuses et faisons un tour du côté obscur du sucre et découvrons ensemble 4 bonnes raisons de limiter votre consommation de sucre. Alors le point numéro 1 concerne le sucre et votre cerveau et la question c'est quelle est votre relation avec le sucre? Parce que depuis notre plus tendre enfance, nous cherchons et nous aimons le goût sucré. Vous ne vous êtes peut-être jamais vraiment posé la question, mais il est fort probable que vous soyez plus ou moins accro au sucre sans même vous en rendre compte. D'ailleurs, si vous répondez oui à l'une de ces questions suivantes, c'est plutôt un signe. Devez-vous absolument terminer votre repas par quelque chose de sucré? Pouvez-vous vous passer de sucre dans votre thé ou votre café? Pour vous, un moment de convivialité signifie-t-il forcément des petits biscuits et autres gâteries sucrées? Vous avez besoin de ce petit encas aux alentours de 11h ou de 16h et il peut vous arriver peut-être aussi que vous vous leviez la nuit pour manger un petit quelque chose. Donc ce ne sont que des exemples qui peuvent vous permettre de prendre conscience que le sucre fait partie de votre quotidien. Pour tester votre dépendance, faites l'expérience de ne manger aucun produit sucré pendant 48 heures, en excluant également donc tous les produits transformés. Et bien vous constaterez par vous-même que cela peut être très compliqué. Il est aussi fréquent de lire des témoignages de personnes qui sont parfaitement conscientes du fait qu'elles ne devraient pas manger cette tablette de chocolat, boire cette bouteille de soda ou dévorer ce ou ces paquets de gâteaux chaque jour, mais pour elles, c'est juste impossible. Parce que non seulement nous avons besoin de notre dose, mais bien souvent celle-ci en appelle une autre et nous tombons dans les travers d'une consommation excessive de produits sucrés, alimentant à chaque fois un peu plus le cercle vicieux où, au départ, vous mangez du sucre parce que vous en avez le besoin ou que vous en ressentez l'envie. À ce moment-là, vous avez un pic de sucre dans le sang qui va faire que vous allez vous sentir bien. En effet, la dopamine est libérée dans le cerveau et alors à ce moment-là, il y a une sécrétion massive d'insuline pour faire baisser la glycémie. Mais quand il y a cette sécrétion massive d'insuline, cela entraîne une chute rapide du glucose sanguin, sachant qu'en plus, un taux élevé d'insuline dans le sang entraîne le stockage des graisses et du glucose en excès. Le corps a alors besoin d'un nouvel apport en sucre, car c'est plus simple que d'aller piocher dans les graisses stockées. Alors à ce moment-là, vous avez une sensation de fatigue et de faim. Ces cas d'hypoglycémie réactive où le niveau de sucre sanguin est alors trop bas suite à une surproduction d'insuline. Et quand vous avez ces sensations, quelle est la solution? De retourner au point numéro 1 et de nouveau manger du sucre pour rentrer une fois de plus dans ce cercle vicieux. Alors vous m'entendez dire accro, dépendance, besoin, impossible, ce sont des mots forts qui peut-être vous semblent excessifs. Mais pourtant, c'est loin d'être le cas. Le sucre rend accro, c'est un fait. Une étude a même démontré que son effet addictif est supérieur à celui de la cocaïne.
Une expérience a montré que les rats, dont la chimie du cerveau est proche de celle des hommes, préfèrent la consommation d'eau sucrée à celle de cocaïne en intraveineuse. Alors certes, en consommant du sucre, nous n'avons pas les effets dévastateurs de ce type de drogue, mais pourtant, il y a un véritable impact psychique. Car bien souvent, le sucre est une voie toute tracée pour compenser une situation de stress, pour se consoler ou se réconforter. Et l'impact sur le cerveau ne s'arrête pas là, puisqu'une autre étude, encore menée sur des rats, a montré que l'excès de glucose-fructose altère la capacité du cerveau à apprendre et à mémoriser les informations sur le long terme. Donc sachez cependant que cela ne concerne pas le fructose naturellement présent dans les fruits frais, qui eux contiennent aussi des antioxydants qui permettent de compenser cet effet. Et enfin, plusieurs études ont montré qu'inclure beaucoup de sucre et de malbouffe contenant des additifs alimentaires et autres édulcorants dans l'alimentation, cela pouvait avoir un impact sur le comportement de certaines personnes. Une étude en particulier a permis de constater la baisse radicale des comportements déviants, tels que des vols et des violences, auprès d'un groupe de délinquants en liberté surveillée après qu'ils aient adopté un régime alimentaire équilibré. Maintenant, passons au point numéro 2, le lien entre le sucre et le diabète de type 2. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet car nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises dans les précédents épisodes du podcast. Le sucre, quelle que soit sa forme et son goût, joue un rôle majeur sur votre glycémie et donc sur la production d'insuline par votre corps. Si votre alimentation quotidienne élève votre glycémie de façon régulière, alors vous risquez à terme d'insensibiliser vos cellules à l'insuline contenue dans votre sang. Et comme votre taux de glucose sanguin ne baisse pas suffisamment, alors votre pancréas produit toujours plus d'insuline jusqu'au jour où les cellules pancréatiques finissent par s'épuiser. À ce moment-là, une intolérance au glucose se manifeste et le diabète de type 2 a de grandes chances d'apparaître. En 2014, plus de 422 millions de personnes souffrent de diabète à travers le monde. En France, 3,3 millions de personnes sont touchées, soit 5% de la population. Il s'agit là d'une véritable épidémie mondiale qui pourrait être contrôlée ou au moins prévenue en adaptant notre alimentation et notre mode de vie. Le diabète est une cause majeure de cécité, d'insuffisance rénale, d'accidents cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et d'amputation des membres inférieurs. En 2012, on a estimé que 1,5 million de décès étaient directement dus au diabète et que 2,2 millions de décès supplémentaires devaient être attribués à l'hyperglycémie. Et les choses ne vont pas aller en s'arrangeant car l'OMS prévoit qu'en 2030, le diabète sera la 7e cause de décès dans le monde. Alors juste un petit point, est-ce que vous connaissez la différence entre le diabète de type 1 et celui de type 2 ? Le diabète de type 1, qui était précédemment connu sous le nom de diabète insulinodépendant ou juvénile, est caractérisé par une production insuffisante d'insuline et exige une administration quotidienne de cette dernière. La cause du diabète de type 1 n'est pas déterminée et en l'état des connaissances actuelles, il n'est pas évitable. Les symptômes sont les suivants: excrétion excessive d'urine, sensation de soif, faim constante, perte de poids, altération de la vision et fatigue. Et ces symptômes peuvent apparaître brutalement. Le diabète de type 2, précédemment appelé diabète non insulinodépendant ou diabète de la maturité, résulte d'une mauvaise utilisation de l'insuline par l'organisme. Le diabète de type 2 représente 90% des diabètes rencontrés dans le monde. Il est en grande partie le résultat d'une surcharge pondérale et de la sédentarité. Ces symptômes peuvent être les mêmes que ceux du diabète de type 1, mais sont souvent moins marqués. Et donc de ce fait, la maladie peut être diagnostiquée plusieurs années après son apparition, une fois que les complications sont déjà bien présentes. Et récemment encore, ce type de diabète n'était observé que chez l'adulte, mais on le retrouve désormais aussi chez les enfants. Le troisième point dont je veux vous parler concerne le lien entre le sucre et l'obésité. Comme on l'a déjà un peu évoqué précédemment, si vous consommez du sucre, vous allez avoir tendance à augmenter votre glycémie sanguine, ce qui va avoir une incidence sur la hausse de la production d'insuline. Et comme on l'a déjà aussi évoqué, l'insuline favorise le stockage des graisses présentes dans votre alimentation en attendant que votre corps ait besoin de cette énergie. Puis, s'il y a un excès de glucose dans votre sang, l'insuline va demander à votre foie de convertir ce sucre en graisse. Ce sont les fameux triglycérides dont votre médecin vous a peut-être déjà parlé. Et donc, en consommant de façon régulière des glucides, donc que ce soit les aliments et les boissons sucrées, les sucres cachés, mais aussi les céréales, les légumineuses, les pommes de terre ou beaucoup de fruits tout au long de la journée, vous ne permettez pas à votre corps d'aller puiser dans vos réserves de graisse et celle-ci finit par s'accumuler jour après jour.
Une fois obèse ou en surpoids, vous vous exposez alors à toute une gamme de maladies telles que le diabète de type 2 dont on a déjà parlé, mais aussi les maladies cardiovasculaires, la déformation du squelette ou encore la cirrhose qui aujourd'hui aux États-Unis est davantage causée par l'obésité que par la consommation d'alcool. Un point important à garder à l'esprit, c'est que les sucres liquides, donc les jus de fruits, les sodas, les nectars, les sirops, sont particulièrement nocifs car le corps se rend moins compte de la quantité d'énergie que vous absorbez. Et si ceux-ci sont consommés régulièrement pendant ou en dehors des repas, alors ils apportent un excès d'énergie préjudiciable à terme et ils constituent un facteur de risque d'obésité. Enfin, le dernier point dont je veux vous parler, c'est le lien entre le sucre et le vieillissement prématuré du corps. Le glucose est nécessaire pour le bon fonctionnement de votre corps. Mais sachez qu'il s'agit aussi d'une substance toxique pour celui-ci. Dans votre corps, le sucre réagit avec les protéines afin de créer des produits de glycation avancés. Et ces produits, ils peuvent endommager les protéines, les enzymes, l'ADN ou encore les récepteurs hormonaux situés à la surface des cellules. Ils sont une des causes majeures de symptômes que l'on considère comme normaux lorsque l'on vieillit. Une peau qui s'affaisse et devient ridée, des problèmes de vue, des articulations douloureuses, le durcissement des artères, le moins bon fonctionnement des organes en général, que ce soit le cerveau, le rein, le foie, etc. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'une fois que ces produits se sont formés et se sont déposés dans votre corps, aucun processus ne sera capable de les en déloger. Limiter votre consommation de glucides est donc aussi une bonne façon de limiter le vieillissement prématuré de votre corps et de vos organes. Et donc pour compléter tous les points que nous venons de voir ensemble, j'ai envie de vous partager ce témoignage. C'est le témoignage de Sarah qui est une mère de 3 enfants. Elle nous dit « Après la naissance de mon 3e fils, j'étais très heureuse mais aussi grasse et épuisée. J'ai toujours eu beaucoup d'énergie, même durant ma grossesse, mais au cours des derniers mois, j'ai remarqué que j'étais bien plus fatiguée que d'habitude. De plus, mes jambes étaient gonflées et même si cela n'était pas très visible, c'était très douloureux. Des semaines après l'accouchement, les gonflements n'étaient pas partis. Mon mari voulait me masser les jambes, mais je ne pouvais pas supporter qu'il les touche. Même si la naissance du petit dernier avait été un merveilleux moment, je me sentais prisonnière dans mon corps et je n'avais pas d'énergie pour mes 2 autres garçons. Un mois est passé sans amélioration et chaque soir, je me retrouvais en pleurs, me sentant nulle de ne pas pouvoir porter autre chose que les survêtements de mon mari. Je me suis dit que je devais faire quelque chose avec mon alimentation. Je pensais que je mangeais avant tout de bonnes céréales complètes, des légumes et des protéines de bonne qualité. Mais en prenant du recul, j'ai réalisé qu'il y avait bien plus de sucre, de produits transformés et de pâtes dans mon assiette. Je savais que je devais changer. J'en avais marre d'être grosse, fatiguée, stressée et de mauvaise humeur. En découvrant cette approche, je me suis promis de tester pendant au moins 30 jours. Dès les 2 premières semaines, malgré mes envies de pain et de glace, la première chose que j'ai remarquée, ce fut la disparition de mes jambes gonflées. Et ce n'était pas juste mieux, c'est vraiment que les gonflements ont totalement disparu. Et rien que cela aurait suffi à me convaincre que cela valait le coup d'abandonner les céréales et les sucres ajoutés. Mais après 3 mois, je rentrais de nouveau dans des vêtements que je n'avais pas portés depuis des années. Et même d'autres femmes me disaient que j'étais sexy, cela n'a fait que renforcer mes convictions. Après 7 mois, j'étais une personne différente. Je n'avais pas retrouvé mon corps d'avant la grossesse, j'étais bien mieux que ça. Mince, en bonne santé, l'esprit clair, je ne m'étais jamais senti aussi bien dans ma vie. J'avais fini par comprendre que manger ce que nous sommes censés manger n'est pas difficile, c'est juste logique. Il suffit de prendre l'habitude de manger des aliments qui nous font du bien plutôt que de suivre les conseils soi-disant santé des médias. Alors merci à Sarah pour ce magnifique témoignage. Et vous le savez comme moi, les maladies, le surpoids ou l'obésité n'arrivent pas du jour au lendemain. Bien souvent, ce sont vos habitudes quotidiennes qui font que petit à petit, le surpoids s'installe et peut évoluer vers l'obésité qui, dans les cas les plus sévères, peut même être morbide. Et ces mêmes habitudes font que votre corps est dans un état d'inflammation chronique, ce qui affaiblit votre système immunitaire et crée un terrain propice à l'apparition et au développement de maladies graves. Cependant, il n'est sûrement pas trop tard et vous avez encore la possibilité de renverser cette tendance en adoptant une alimentation qui vous correspond. Et pour cela, il existe un protocole clair et simple que je vous présente sur le site alimentationidéale.com. Ce protocole se déroule sur quelques semaines et vous permet d'identifier les aliments qui vous font du bien et ceux qui vous réussissent moins.
C'est aussi l'occasion de prendre conscience et du recul sur vos habitudes alimentaires, d'apaiser votre relation à la nourriture et de mettre en place de nouveaux comportements plus en accord avec vos objectifs. Donc si vous avez envie de brûler du gras, d'avoir plus d'énergie tout en prenant soin de votre santé sur le long terme, alors rendez-vous maintenant sur le site alimentationidéale.com. Et dans tous les cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao!